L'étude qui nous intéresse aujourd'hui tente de répondre à la question suivante: est-ce que l'empathie est la réponse par défaut à la souffrance? En somme, est-ce que quand on voit quelqu'un qui souffre ou qui est en détresse physique ou psychologique, est-ce que notre première réaction, c'est de ressentir de l'empathie pour cette personne? Alors comment les chercheurs de cette étude ont essayé de répondre à cette question? Ils ont essayé de répondre à cette question en utilisant des expérimentations qui existaient déjà. Donc ils ont fait une méta-analyse, ils ont repris un certain nombre d'expérimentations pour essayer d'analyser si on trouvait quelque chose qui revenait un petit peu de manière régulière et qui pourrait nous faire penser qu'effectivement il y a bien un lien entre cette détresse psychologique, cette souffrance qui est observée et une réponse des participants qui sera une réponse empathique. Alors je vous explique comment fonctionnent les expérimentations. Les expérimentations, traditionnellement, c'est des expérimentations qui datent depuis les années 80, c'est des expérimentations qui sont faites assez souvent. Elles sont souvent faites selon quatre conditions. Donc les participants s'assoient à un bureau, ils ont un casque et dans ce casque il y a un podcast enregistré où il y a une personne qui raconte une de leurs histoires qui a été difficile à vivre pour eux, qui leur ont provoqué de la détresse. Donc les participants, ils écoutent cette histoire triste dans le casque et ensuite ils ont une feuille en face d'eux avec une question qui leur est posée. On leur demande d'écrire un paragraphe. Donc là il y a quatre conditions. Dans la première condition, on leur dit: imaginez cette personne, que ressent-elle, que fait-elle? Donc là, on est vraiment dans imaginer autrui. On est dans une réponse qui est empathique parce qu'on leur dit imaginez ce que ressent cette personne. Deuxième condition, on leur dit imaginez vous être cette personne, que ressentirez-vous? Donc là, on est aussi dans de l'empathie parce que, on imagine être cette personne. Troisième condition, on dit imaginez cette situation, que se passe-t-il? Donc là, on va avoir les participants qui vont répondre, cette personne est dans une cabine d'enregistrement, elle raconte son histoire, nanani, nanana, quelque chose de rationnel, quelque chose d'objectif quelque part, et donc il n'y a pas du tout de réponse empathique à ce niveau-là. Alors le problème de ces trois conditions, c'est que ces trois conditions, elles sont obligatoires. On leur dit imaginez-vous être cette personne ou pas. Le problème des réponses obligatoires, c'est que ça ne nous permet pas de tester le mode par défaut, la réponse par défaut. Ça nous permet de tester si les personnes comprennent bien la question, etc. Mais, et c'est là où cette méta-analyse est très intéressante, c'est qu'il y a une quatrième condition qui n'est jamais utilisée par les chercheurs et que les chercheurs de cette étude-là ont décidé d'utiliser. Cette quatrième condition, c'est imaginez ce qui se passe. Voilà. Imaginez-vous, imaginez quelque chose. Donc on met un casque aux participants. Il y a une histoire triste qui se déroule et on leur dit imaginez. Voilà, écrivez un paragraphe. Et l'idée c'est que ces personnes-là qui sont dans un choix total, qui sont dans une liberté totale, est-ce que spontanément ces personnes vont écrire un paragraphe plutôt empathique, donc où ils se mettent à la place de la personne, où ils s'imaginent être la personne, ou alors est-ce qu'ils vont avoir une réponse plutôt pragmatique ou plutôt aléatoire, du style ils écrivent une liste de courses, ou alors ils écrivent ce qui se passe dans leur casque, mais sans y mettre de l'empathie. C'est ça, c'est grâce à cette condition qu'on va pouvoir répondre à la question: est-ce que l'empathie est le mode par défaut à la réponse à la souffrance? C'est en prenant cette condition où les gens ont le choix qu'on va pouvoir dire ces gens qui ont le choix, effectivement, ils sont empathiques ou ils sont pas empathiques. Voilà en gros l'idée de cette étude. Alors quels sont les résultats? Il y a trois résultats importants. Le premier résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les expérimentations. Ça veut dire quoi, hétérogénéité? Ça veut dire que les expérimentations globalement ont été mal faites. C'est un peu quelque chose qui arrive tout le temps en psychologie sociale, surtout quand on prend des études des années 80, 90, début des années 2000. Globalement, les études sont toujours assez mal faites et portent toujours à des résultats trop différents pour pouvoir en sortir vraiment des niveaux de preuve suffisants. C'est pour ça que moi je suis toujours assez réservé quand on parle de méta-analyse. Je vois beaucoup de chercheurs qui disent la méta-analyse c'est le plus haut niveau de preuve. Moi je pense plutôt que les méta-analyses ont un niveau de preuve assez faible parce que les études qui sont utilisées par ces méta-analyses ont elles-mêmes un niveau de preuve assez faible. Maintenant, cette méta-analyse a quelque chose d'assez spécial, c'est qu'elle ne reprend pas des études, elle reprend une condition qui n'est jamais utilisée dans les études, et c'est là où ça devient intéressant. Quelle est donc la deuxième conclusion, qui est en fait la conclusion qui nous intéresse le plus? C'est que malgré cette forte hétérogénéité, malgré toutes ces difficultés à mettre en évidence un effet parce que les études sont mal faites, on observe que les personnes
qui ont un choix total d'écriture de leur paragraphe ont plutôt tendance à écrire des paragraphes empathiques. C'est-à-dire que des personnes, on leur dit écrivez sur votre paragraphe des trucs, et ben ils vont avoir plus tendance à écrire ce que ressent la personne qu'ils écoutent ou à se mettre à la place de la personne qu'ils écoutent. Donc effectivement, l'empathie serait bien un mode par défaut en réaction à de la souffrance ou à de la détresse. Et ça, c'est très important pour comprendre justement nos réactions sociales, comment on fait en fait pour vivre ensemble. En fait, il y a une des réponses qui est que en fait, quand on voit quelqu'un qui va pas bien, et automatiquement, par défaut, on va ressentir de l'empathie. Maintenant, et ça c'est la troisième conclusion, c'est que empathie ne veut pas dire altruisme. Là, cette étude-là, elle mesure l'empathie, elle mesure pas l'altruisme. Elle mesure en fait si notre cerveau va nous encourager à ressentir la même chose que la personne qui est en détresse. Ça ne veut pas dire que notre cerveau va nous encourager aussi à agir pour aider cette personne, pour éviter la détresse. Ça, cette étude n'en parle pas, et elle est en fait assez pessimiste dans ses conclusions à ce niveau-là. Elle dit c'est pas parce qu'on est empathique qu'on est altruiste. Ça, évidemment, ça reste à démontrer. Il va falloir faire d'autres études, on l'espère, de meilleure qualité pour pouvoir montrer ce lien. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas capable de dire si cette réponse par défaut que l'on a à la détresse qui est de l'empathie va nous mener à être plus altruiste. Donc voilà la troisième conclusion que l'on a. Donc première conclusion, les études sont mal faites. Deuxième conclusion, malgré ça, on arrive quand même à voir que notre réponse par défaut, c'est de l'empathie. Et troisième conclusion, l'empathie ne mène pas forcément à de l'altruisme, c'est pas aussi clair que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de l'actualité de mes vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité scientifique en psychologie sociale. À bientôt.